Istanbul frappé en plein cœur par le terrorisme. 10 personnes tuées dans un attentat suicide. La plupart des victimes sont allemandes. Ankara accuse l'État islamique. La volte-face d'Angela Merkel dans sa politique migratoire se précise après les violences de Cologne. La chancelière allemande veut accélérer le renvoi des réfugiés déboutés. Et puis la mesure est radicale. Après l'agression antisémite de Marseille, le consistoire israélite de la ville conseille aux juifs de ne plus porter la kippa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News. Tout d'abord, ces nouvelles révélations sur les aléas des relations entre Israël et les États-Unis dans des emails rendus publics de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Un ancien haut diplomate américain préconise la méthode forte pour contraindre Israël à retourner à la table des négociations avec les Palestiniens. On en parle avec vous, Daniel Haïk. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Alors, pour forcer les Israéliens à négocier, les Américains ont pensé à fomenter un printemps arabe palestinien. Oui, cela peut paraître stupéfiant, mais il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel cette proposition a été faite. On est à la fin du mois de décembre, on est très exactement le 18 décembre 2011, et à ce moment-là, on est en plein, dans le Moyen-Orient, on est en plein printemps arabe. Le printemps arabe qui s'est déclenché en Tunisie, qui s'est poursuivi en Égypte et qui a également touché la Libye et la Syrie. On est dans ce contexte de changement dans le monde arabe. Alors que paradoxalement, en Israël, dans le conflit israélo-palestinien, on peut dire c'est Waterloo morne pleine. Pas de changement. Au contraire, Binyamin Netanyahou avait gelé les implantations pendant 10 mois pour essayer de rapprocher Mahmoud Abbas à la table des négociations. Mahmoud Abbas n'est pas venu à la table des négociations. On est dans une impasse, on piétine. Et donc, Thomas Pickering, qui était un ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, veut modifier la donne. Il propose à Hillary Clinton, qui est à l'époque donc secrétaire d'État américain, de fomenter que les États-Unis fomentent des manifestations dans les territoires avec la population palestinienne. Alors, on va y arriver. Des manifestations par le biais d'ONG qui sont sur le terrain. On en a beaucoup parlé de ces ONG qui sont sur le terrain, mais effectivement, il veut mettre en avant dans ces manifestations des femmes. Et ça, c'est tout à fait particulier. Pourquoi les femmes ? Alors, pourquoi les femmes ? On peut dire que l'argumentaire de Thomas Pickering est quelque peu sexiste et un tout petit peu même raciste. Il dit que dans la culture palestinienne, les hommes représentent la force et que si on met en avant les Palestiniens eux-mêmes, il risque d'y avoir des débordements dans ces manifestations, surtout que, dit-il, les Israéliens, les soldats israéliens face à des hommes palestiniens auraient plus peur et ils réagiraient plus fortement et donc ces manifestations risqueraient de dégénérer. Or, les Américains veulent effectivement faire bouger les choses, mais ils ne veulent pas qu'il y ait une sorte d'intifada qui déstabiliserait l'autorité palestinienne. Et c'est la raison pour laquelle ils proposent de mettre en avant les femmes donc qui sont moins violentes, on va dire plus dociles et qui pourraient porter donc ces manifestations. En tout cas, qu'est-ce que cet épisode révèle de la teneur des relations, du moins à cette époque-là, en 2011, des relations israélo-américaines? C'était pas le bon présage, en tout cas. Alors, ça révèle d'abord que on a le sentiment que quelque part des hommes comme Thomas Pickering, qui étaient ici en Israël pendant plusieurs années, qui connaissaient la région, n'ont pas vraiment compris le contexte dans lequel on se trouve. Et il semble que aussi les Américains, à cette époque-là, en 2011, sont prêts plus à inciter, on va dire, ou même à s'immiscer dans les affaires, une forme d'ingérence dans le processus de paix, plutôt qu'à dialoguer. Et ça, c'est tout à fait problématique. Ça doit nous interpeller aussi pour le reste de ce printemps arabe. Est-ce que peut-être les Américains n'étaient pas aussi impliqués directement dans ce qui s'est passé en Égypte ou dans d'autres pays arabes? Mais ce qui est important, et c'est le point central, c'est que finalement, cette révélation prouve ce que Martin Indyk nous avait indiqué la semaine dernière dans cette fameuse interview dont nous avons parlé, c'est-à-dire qu'il y avait une stratégie de Barack Obama qui était de s'éloigner pour les États-Unis d'Israël et de se rapprocher du monde arabe afin d'être considérés, que les Américains soient considérés comme des partenaires, des médiateurs impartiaux. Et à partir du moment où les Américains deviennent impartiaux, ils pensaient à cette époque qu'ils pourraient faire asseoir à la table des négociations les Israéliens et les Palestiniens et que de là sortirait un accord de paix. Stratégie de Barack Obama, stratégie
erronée. Même Martin Indyk l'a reconnu la semaine dernière. Merci Daniel Haïk. On va en parler justement de la stratégie de Barack Obama, car c'est l'un des rituels incontournables de la politique américaine. Tous les ans, en janvier, le président s'adresse au Congrès. Ce soir, 21h heure de Washington, Barack Obama va prendre la parole pour son tout dernier discours sur l'état de l'Union. Face à lui, les deux chambres d'un Parlement dominé par les Républicains. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre consultant diplomatique Christian Mallard. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors depuis Paris, cette analyse tout d'abord sur ce discours qui va prendre des allures d'adieu, ça va être finalement l'occasion pour Barack Obama de défendre son héritage? Il va défendre son héritage, mais c'est un héritage, un bilan qui est très mitigé. Je lui donnerai 2 points positifs concernant sa politique intérieure. Il y a eu une inversion de la courbe du chômage. Il a réussi à réduire le taux de chômage de 8,3 à 5%. Et l'économie américaine a véritablement redécollé. Ça, bravo, c'est un bon point. Il a tenté, par l'Obamacare, c'est-à-dire de donner une couverture sociale à 43 millions d'Américains qui n'en avaient pas, surtout les déshérités de la société américaine, c'est-à-dire les minorités, les Noirs, les Latino-Américains, en dépit de tous les bâtons dans les roues qu'on lui a mis, c'est-à-dire de la part des lobbies et des républicains. Maintenant, au niveau de la politique étrangère, c'est là que le bas blesse. Alors ce soir, il va dire, regardez ce que j'ai quand même fait. J'ai réussi à reprendre les relations avec Cuba après plus de 50 ans de rupture. Bon point, c'est vrai. Maintenant, sur le Moyen-Orient, alors là, j'en dirai pas autant. Qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Il va dire aux Américains, regardez, j'ai réussi, après 32 ans de rupture avec l'Iran, à reprendre les relations diplomatiques avec l'Iran, à signer un accord sur le nucléaire. Moi, je pense que là, il y a une erreur parce qu'il n'a pas compris qu'un pays comme l'Iran ne remet pas en cause la nature de son régime, qui est un régime terroriste. Et vouloir jouer la carte de l'Iran en pensant que l'Iran va pouvoir stabiliser le Moyen-Orient en pleine guerre avec l'Arabie saoudite, sunnite, son ennemi juré, je pense qu'il se trompe. Enfin, j'ajouterai un dernier point, et c'est là que le bas blesse véritablement, c'est que lorsque Daesh est arrivé en juin 2014, en Syrie et en Irak, on entend encore Obama qui dit « Oh, de toute façon, ce n'est pas un problème, c'est l'équivalent d'une équipe de basketball junior. » Mon Dieu, quelle erreur monumentale. Et là-dessus, je ne pense pas qu'il va en parler ce soir, mais en tout cas, le bilan politique étrangère est plutôt négatif. Alors, Christian, c'est Nikki Haley, étoile montante des Républicains, qui a été choisie pour répondre au président Obama. Qui est-elle? Que sait-on de sa personnalité? Alors, Nikki Haley a 44 ans. C'est une immigrée qui est indienne. Elle entame son 2e mandat de gouverneur dans un État qui n'est pas facile, où il y a beaucoup de problèmes raciaux. C'est la Caroline du Sud. Mais c'est vrai qu'elle a attiré l'attention sur elle en juin 2015, lorsqu'il y a eu des émeutes raciales. C'est vrai que c'est un État très raciste, anti-noir. Et là, elle a réussi à régler le problème, alors qu'il y avait d'autres États dans cette région, le Missouri, l'Alabama, où il y a eu des problèmes raciaux qui n'ont pas été bien réduits, alors qu'ils n'ont pas été bien réglés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les Républicains, c'est ce que me disait cet après-midi un des caciques du parti des Républicains, un ancien de la Maison-Blanche, conseiller de George W. Bush, qui me disait, plutôt que de répondre à Obama ce soir, le parti républicain va surtout l'utiliser pour projeter sa vision sur les problèmes sensibles de la société, c'est-à-dire les problèmes de violence avec le port d'armes, le problème de l'immigration, et donc c'est là-dessus qu'on l'attend. En tout cas, on me la présente un peu, et c'est une bonne chose à entendre, comme l'anti-Donald Trump à l'intérieur du parti républicain, et on ne peut que s'en féliciter. Merci pour cette analyse, Christian Mallard, en direct de Paris. Il s'agit de la première grève du genre en 40 ans. Des milliers de médecins résidents britanniques ont débrayé aujourd'hui pour dénoncer leur salaire et leurs conditions de travail. À Londres, la correspondance d'Ashley Chevalier. On n'avait pas vu ça depuis près de 40 ans. 10 000 jeunes médecins sont en grève aujourd'hui sur les 26 000 censés travailler. Une grève qui a commencé à 8 h ce matin et qui va durer 24 heures. Les jeunes résidents, ces jeunes médecins toujours en formation, protestent contre des nouveaux contrats que le gouvernement veut leur imposer, des contrats qui modifieraient leur salaire et leurs horaires de travail. Le gouvernement, lui, leur réclame plus de flexibilité, surtout pour la fin de semaine, avec un argument, vous avez 20% de chances de plus de mourir
mourir si vous faites une crise cardiaque le week-end au Royaume-Uni. Pour cette raison, le système de santé publique est très critiqué ici. David Cameron en avait fait un argument de campagne. Le secrétaire d'État à la santé a expliqué aujourd'hui que cette grève était parfaitement inutile. Il a demandé aux jeunes médecins de revenir à la table des négociations. Mais ces jeunes médecins ne lâchent rien. Ils ont promis une nouvelle grève dans 48 heures si on n'accède pas à leurs revendications. Résultat, aujourd'hui, le système de santé tourne au ralenti. Seul un service d'urgence est assuré dans les hôpitaux britanniques. 3300 opérations ont été annulées, soit 1 sur 10. Retour en France, la sanction est inédite et fait beaucoup de bruit. 9 mois de prison ferme pour les anciens salariés de la Goudière qui avaient séquestré, souvenez-vous, deux de leurs dirigeants. C'était en 2014. À gauche, la décision a déclenché de nombreuses protestations. Léa Berdugo. Une catastrophe, une peine démesurée. C'est en ces termes que les 8 anciens salariés de l'usine Goudière d'Amiens Nord accueillent leur verdict. Michael Vamen est l'ancien dirigeant de la CGT au sein de l'entreprise. Il dénonce un procès politique. Ce jugement, il est simplement là pour faire un rappel à tous ceux qui, comme nous, oseraient lever la tête, pour dire que dans notre pays, il faut plus de liberté, il faut plus de droits et il faut surtout plus de justice sociale. Moi, je me rappelle quand même du candidat Hollande qui est venu sur notre parking, qui nous avait promis qu'il ferait tout pour pas que notre usine elle ferme. Il a fait l'inverse, l'usine est fermée et maintenant il veut nous faire condamner à de la prison ferme. Janvier dernier, 2 cadres de l'usine sont séquestrés pendant 30 heures. À sa libération, le directeur de la production reconnaît qu'il n'y a pas eu d'atteinte à son intégrité physique. Lors du procès, les prévenus avaient évoqué un coup de colère face à une direction sans réponse à la détresse sociale des employés quelques jours avant la fermeture de l'usine. Même si les conflits sociaux ont été nombreux ces dernières années, ils ont rarement débouché sur des procès ou des condamnations. En 2010, des cadres de la Poste avaient été séquestrés à Nanterre. Résultat, 3 salariés condamnés à des amendes en appel, 12 relaxés, dont l'ancien dirigeant du NPA, Olivier Besancenot. Depuis l'annonce du verdict, les réactions pleuvent. Certains politiques fustigent une ignoble décision. Les condamnés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feront appel. Et on ouvre une page d'actualité consacrée à Israël. Le Hamas, tout d'abord, reprend des forces. Le mouvement terroriste serait en train de consolider ses bases en Cisjordanie, alors qu'à Gaza, son arsenal serait remis à niveau. On craint, bien sûr, de nouvelles attaques dans le pays. Explication Maxime Pérez, puis décryptage à suivre avec notre invité. Une nouvelle confrontation entre Israël et le Hamas est-elle aussi proche qu'inévitable? Sur le terrain, le mouvement islamiste palestinien fait tout pour changer les règles du jeu. Il ne s'agit plus d'encourager un soulèvement en Cisjordanie, mais de transformer l'intifada des couteaux en une insurrection armée et meurtrière. Ces dernières semaines, l'armée israélienne a démantelé plusieurs cellules dormantes du Hamas dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne. Des projets d'attentats suicides et d'attaques à l'arme automatique ont été déjoués. S'ils parvenaient à se concrétiser, Tsahal serait alors contraint de muscler ses opérations en Cisjordanie, au risque de provoquer un embrasement avec le Hamas. Une escalade militaire susceptible de déborder à Gaza, où le Hamas pourrait décider de briser le cessez-le-feu en vigueur depuis l'opération Bordure Protectrice en juillet et août 2014. Depuis 18 mois, le groupe islamiste n'a pas ménagé ses efforts pour se réarmer et préparer un nouveau round d'affrontement avec Israël. Selon un rapport des renseignements militaires, il serait parvenu à restaurer ces tunnels détruits par Tsahal lors de la dernière guerre. Une partie d'entre eux atteindrait le territoire israélien. Et voilà une nouvelle équation délicate à résoudre pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou. D'un côté, dissuasion oblige, il ne peut laisser une telle menace souterraine peser à sa frontière sud. De l'autre, neutraliser ces tunnels conduirait inévitablement à une confrontation armée que ne souhaite pour l'instant ni Israël ni le Hamas. Et on en parle avec Elie Carmon, expert en terrorisme à l'université IDC d'Herzliya. Bonsoir. Bonsoir. La prochaine confrontation entre le Hamas et Israël, ce n'est qu'une question de temps? Il y a déjà une confrontation, surtout en Cisjordanie, parce que le Hamas ne peut pas être actif à partir de Gaza. Il a subi beaucoup de pertes et aussi Gaza est encore pas reconstruite. Il a des problèmes avec l'Égypte. Et donc l'effort est surtout en Cisjordanie. Et le dernier slogan, c'est de transformer la lutte, disons, individuelle des loups solitaires dans une intifada militaire armée. Et surtout utilisant des attaques suicides, des attaques armes à feu. Et même, on a vu une tentative d'attentat contre le Premier ministre Netanyahou.
Oui, puis tentative d'enlèvement, c'est la nouvelle stratégie, en tout cas stratégie confirmée du Hamas qui cherche aussi à s'implanter encore un peu plus en Cisjordanie. Que représente le mouvement terroriste sur place quand on sait que Mahmoud Abbas n'a pas le vent en poupe? Et justement, cette tentative du Hamas de militariser le terrorisme en Cisjordanie, ce n'est pas seulement se tourner contre Israël, mais aussi pour déstabiliser l'autorité palestinienne, pour tenter de prendre le contrôle politique, sachant que la situation d'Abou Mazen, le président de l'autorité palestinienne, est assez faible politiquement. Et donc, cette double tentative, cette double stratégie a un but clair, mais en même temps, je crois que le Hamas met en danger sa situation à Gaza. On sait que l'Égypte, dernièrement, a fait même des actions aériennes parce que le Hamas est considéré un ennemi qui soutient les djihadistes dans le Sinaï. Israël se prépare aussi, ce n'est pas seulement le Hamas qui se prépare pour une opération nouvelle. Et donc, le Hamas est une situation difficile pour décider ce qu'il peut faire. Pour le moment, je crois qu'ils pensent qu'ils peuvent quand même faire des actions importantes à partir de la Cisjordanie. On voit aussi qu'ils ont perdu un peu de terrain en Turquie. Les Turcs ont expulsé un des chefs opérationnels, Harouri, qui de là contrôlait une partie des actions terroristes du Hamas en Cisjordanie. Mais tout de même, Élie Carmon, on l'a vu dans ce reportage, le fait que le Hamas s'empresse de reconstruire des tunnels pour perpétrer des attaques en Israël malgré la dernière guerre, ça nous dit quoi sur la force de dissuasion de l'armée israélienne? Je crois qu'il y a une tentative de reconstituer ces tunnels. Je ne suis pas sûr que vraiment ils ont refait tout ce qui a été détruit pendant la guerre de l'opération bordure protectrice. Ils ont maintenant aussi des problèmes de contrebande. Même si l'Iran, par exemple, voudrait continuer à appuyer le Hamas, les tunnels, la majorité des tunnels sont fermés. Et donc, on a vu qu'Israël a réussi à arrêter une partie de la contrebande à travers la frontière israélienne avec le Gaza. Je crois qu'ils ont eu le succès peut-être dans pour refaire l'arsenal et les tunnels. Je ne suis pas sûr qu'ils sont revenus à la situation avant la guerre de Yémen. Merci Élie Carmon pour cette analyse. Et dans ce contexte, nouveau sous-marin Made in Allemagne livré aujourd'hui en Israël, livraison au port de Haïfa. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Maël Ben-Oliel était sur place. 68 mètres de long pour un poids de 2100 tonnes et une capacité d'immersion en mer de plus de 15 jours avec un équipage de 47 soldats à son bord. Le Dolphin U-212 est imposant et c'est à l'issue d'une cérémonie très officielle en présence notamment du président israélien Reuven Rivlin et du Premier ministre Benyamin Netanyahou que la dernière acquisition de l'État hébreu a été présentée dans le port de Haïfa. Il s'agit du 5e sous-marin Made in Allemagne livré à Israël depuis les années 90. Une livraison qui intervient dans le cadre de la compensation financière de la Shoah due à l'État hébreu. Les relations entre Israël et l'Allemagne sont liées par un passé terrible qui appartient à l'histoire, mais aussi à un futur fait de relations fortes et particulières. De façon symbolique, ce sous-marin est le plus grand sous-marin qui a été construit en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Dolphin U-212 est doté de capacités non conventionnelles, même s'il est avant tout équipé de missiles de croisière de type Popeye, des missiles ayant une force de frappe de 1500 km, une manière de dissuader les ennemis d'Israël. Ce sous-marin va rajouter de la puissance à notre force et permettre de nous défendre. La loi de fer qui régit le Moyen-Orient est très simple. Un État faible a du mal à survivre, alors qu'un État fort, en revanche, est capable de repousser ceux qui le menacent et assure son futur et sa sécurité. Cette nouvelle arme fait de Tsahal une armée encore plus puissante alors que l'Allemagne livrera un dernier sous-marin à Israël en 2017.
Et toujours en Israël, Benyamin Netanyahou peaufine sa politique à l'égard de la communauté druze. Les autorités ont approuvé la construction d'une toute nouvelle ville druze proche de Tibériade, dans le nord du pays. Mais cette initiative, la première en son genre, vous allez le voir, ne fait pas l'unanimité. C'est un reportage signé Uri Shapira. Chaque année, au mois de juillet, des centaines de personnes se rassemblent au corne de Hatin, près de la ville de Tibériade au nord d'Israël, pour reconstituer la bataille de Hatin. Un événement historique qui, au Moyen-Âge, a marqué le début du déclin des croisés en Terre Sainte et la victoire des armées musulmanes. La semaine dernière, le Conseil national du bâtiment israélien approuvait le plan de construction d'une nouvelle ville druze, la première en son genre, à quelques kilomètres de Tibériade. Une décision qui s'inscrit dans la politique du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Objectif, investir des millions de dollars pour aider la communauté druze. Mais tout le monde ne voit pas cette initiative d'un bon œil. Le docteur Raphaël Lewis, expert en reconstitution de champs de bataille, s'y oppose fermement. Il s'inquiète des effets que pourrait avoir une telle décision sur une région inhabitée depuis de nombreuses années. Derrière moi se trouvent des centaines de sites archéologiques. On parle ici de sanctuaires datant de l'âge de fer, de routes, d'installations agricoles et de systèmes d'irrigation datant de l'Empire romain. C'est resté tel quel pendant près de 2000 ans et de par son importance historique mais aussi sociale, cet endroit devrait rester intact pour les 2000 ans à venir. Dans la communauté druze, les avis sont partagés. Certains voient dans ce projet un moyen de les isoler des nombreuses localités druzes en Galilée. Pour eux, les fonds devraient être alloués aux villages déjà existants plutôt qu'à la construction d'une nouvelle ville. Le problème, c'est que ce n'est pas notre terre, c'est la terre de quelqu'un d'autre. Au lieu de ça, ils devraient nous rendre nos propres terres. Ce que nous voulons voir, c'est un nouveau village en Galilée ou sur le Carmel, près des villages qui existent déjà. Nous voulons voir les futures générations vivre en communauté. Malgré cela, le vice-premier ministre pour la coopération régionale, Ayob Kara, lui-même druze, soutient fermement le plan de construction qu'il considère comme une formidable opportunité. Je ne vois pas quel est le problème avec ce projet. La ville qui doit être construite ne se situera pas sur des terres palestiniennes, mais sur des terres appartenant au kibboutz Lavi. Je ne comprends pas ceux qui s'y opposent. Devrais-je peut-être demander la permission de la communauté druze pour chaque chose que j'entreprends ? Les officiels précisent pourtant qu'étendre les villages druzes qui existent déjà en Galilée pourrait se révéler plus difficile qu'on ne le pense, de nombreux villages étant construits sur des terrains privés près de réserves naturelles. Malgré le feu vert accordé au projet par les autorités, la dernière bataille de Hatin ne fait que commencer. Et tout de suite, le journal de l'Écosse avec vous, Johanna Citruc. Bonsoir. Bonsoir. Le rapprochement entre Orange et Bouygues Telecom semble se préciser, c'est l'info du jour. Oui, ce mardi, Stéphane Richard, donc le PDG d'Orange, a présenté ses vœux à la presse et il en a profité pour parler donc, du rapprochement de son entreprise avec Bouygues Telecom. Et il se montre à la fois réaliste et optimiste. Alors optimiste parce que les négociations ont débuté déjà il y a un petit moment et qu'elles sont actuellement dans leur phase d'approfondissement, et réaliste parce qu'il sait que c'est un processus tout de même assez compliqué. Il y a des discussions évidemment avec Bouygues, mais il y a aussi des discussions avec Iliad, le propriétaire de Free, et des discussions avec Altice, le propriétaire de SFR, puisque ces deux sociétés pourraient également racheter certains actifs de Bouygues. Écoutez. On travaille, on discute. Chacun sait que c'est une opération complexe. Qui nécessite plusieurs négociations en parallèle et de front. Donc on est en plein dans cette phase d'approfondissement et de travail. J'estime qu'il faudra quelques semaines pour arriver à un point où on sera en mesure de dire si on peut faire cette opération ou pas. Je suis raisonnablement optimiste. Alors Johanna, il y a déjà eu une tentative de rapprochement entre les deux opérateurs. Pourquoi celle-ci serait la bonne ? Alors tout d'abord, la première tentative en 2014, c'était à l'initiative de Stéphane Richard, alors que cette fois, le PDG d'Orange affirme que c'est Martin Bouygues lui-même qui est venu le solliciter. Ensuite, le contexte européen est propice à ce rapprochement et surtout à la consolidation du secteur de téléphonie mobile. Pour Stéphane Richard, les opérateurs sont trop nombreux et donc pas assez puissants pour investir et surtout pour innover et donc concurrencer les géants, surtout les géants américains et chinois. Alors justement, si ce rapprochement peut être bénéfique pour l'Europe, est-ce qu'il n'y a pas des risques pour la France en termes d'emploi, de prix pour les clients ?
Alors sur ce point, Stéphane Richard s'est montré plutôt rassurant. Il affirme qu'il n'y a aucune conséquence, qu'il n'y aura aucune conséquence sociale, donc aucun licenciement. Les salariés de Bouygues sont 7000, alors que chez Orange, il y a 20 000 départs à la retraite qui sont prévus pour les prochains mois. Pour ce qui est du prix, il a expliqué que les tarifs ont baissé de 50% déjà depuis 2012 et que c'était un acquis, que ce sera irréversible. Mais malgré tous ces arguments, et bien pour qu'il y ait un réel rapprochement qui voit le jour, encore faut-il que les deux régulateurs, donc celui des télécoms et l'autorité de la concurrence également, donnent leur feu vert. Pour le PDG d'Orange, il y a une chance sur deux que ça arrive. Écoutez. C'est une opération compliquée, je l'ai dit. Elle est compliquée parce qu'elle bouscule aussi un peu le regard qu'on peut porter sur cette industrie. Elle suppose que les régulateurs sectoriels et l'autorité de la concurrence regardent ces sujets avec un œil un petit peu renouvelé et prennent en compte aussi cette question de l'investissement qui, moi, me paraît absolument cruciale. Je dirais une chance sur deux. Merci Johanna pour ce point écho et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau journal. Dans un instant, un nouveau point, il vous est présenté par Steve Jourdain. Restez avec nous.